les amis, alors vous connaissez mon voisin, hein, puisque c'est pas la première fois qu'il est la star de quoi? De cancer thérapie, c'est ça? Alors Ah cette ouais. fois-ci, il vient avec une nouvelle. Si j'ai un peu d'ego, j'en prends un peu dans la figure. À savoir, j'ai découvert ce que j'ai appelé le jeûne en mangeant ou fast while eating. Et donc, j'en ai parlé avec Eric Berg, qui a trouvé que c'était excellent, que c'était effectivement rien à dire. J'en ai parlé à Tal Chaleur, qui m'a dit la même chose. Et bien sûr, j'en ai parlé à Arnaud. Et Arnaud, et Arnaud m'apprend que j'ai rien découvert du tout. Alors, comme je n'ai pas d'ego, je vous dévoile ce qu'il m'a dit. À toi, Arnaud. Bon, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, quand tu m'as parlé de cette autophagie tout en mangeant, ça m'a rappelé les cours que j'ai suivis, puisqu'en France, j'ai fait une école de naturopathie qui est de l'ancienne école de Pierre-Valentin Marchesseau. Et depuis les années 40, 50, 60, jusqu'à ce qu'il transmette son école, et maintenant encore, ce que l'on appelle l'autolyse, qui est plus communément, on en parle comme l'autophagie, était d'une part déjà enseigné, mais le fait de manger et de rester en autolyse était déjà enseigné dès les années 50. Donc euh, je crois que l'humanité a ce qu'il faut pour qu'elle s'en sorte. Tu vois, dernièrement, je discutais avec le professeur Soriano et il me dit, voilà, Arnaud, quand on te pose une question, dis-toi toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un, un prix Nobel ou une référence qui en a déjà parlé depuis longtemps? Et il faut se servir de ce que l'histoire nous apporte plutôt que de courir après des choses qu'on pense insolubles, alors que depuis tant d'années, il y a déjà une littérature scientifique validée bien souvent par des prix Nobel qui en parlent. Donc voilà pourquoi je t'ai dit que l'autolyse, ça faisait déjà un moment que dans l'histoire de la littérature scientifique, on en parlait déjà. Eh bien, tu vois, je suis enchanté. Alors, pourquoi je suis enchanté? Parce que je voulais recommander, bien sûr, à tous les gens qui ont le cancer, d'utiliser ma méthode. Quand je dis ma méthode, c'est parce que c'est une méthode que j'ai donnée à mon amie Laurence et qui l'utilise depuis maintenant 5 jours. Elle était depuis quasiment 1 an en régime cétogène, sans résultats extraordinaires, mais avec bien sûr les résultats du régime cétogène. Mais depuis qu'elle a commencé ceci, à savoir, elle a supprimé, en plus du sucre qui était déjà supprimé, elle a supprimé tous les gras et toutes les protéines animales. Et depuis, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Elle perd en moyenne entre 1 pound et 1 pound et demi par jour. Et en plus de ça, sa glycémie qui était à 160, 150, donc relativement dangereuse quand c'est Mhm. sur la durée, eh ben, est tombée aux environs de 90. Donc, c'est magnifique. Donc, il semblerait en plus, et là tu vas me répondre aussi, que le fait de ne manger cru, que des légumes crus, avec les fibres, qu'on mâche profondément, est-ce que, de ce fait, est-ce que notre glycémie ne monte pas, contrairement à ce qu'on Bah, mange quand on mange quelque chose de normal? alors, il faut comprendre que le carburant de notre cellule, c'est du glucose. Elle en a besoin pour vivre. Oui. Ensuite, il y a tout ce qui est ce qu'elle n'arrive pas à métaboliser. C'est-à-dire que le sucre de notre cellule est métabolisé pour faire fonctionner la cellule et entre autres pour la faire chauffer, etc. etc. Donc, c'est l'un des carburants de la cellule avec l'oxygène. Maintenant, quand on a fait des excès, quand on est passé au-delà de la capacité d'adaptation de notre corps, soit pour ne pas se mettre en péril, il fait du stockage, soit effectivement, à un moment donné, il n'en peut plus. Donc, Quand on arrête, le pardon, stockage, le stockage, c'est la graisse. entre autres, si tu veux, voilà, le corps, il en fait ce qu'il peut. Le foie va participer à ce stockage. Enfin, il y a des mécanismes d'adaptation
qui ne sont pas des adaptations naturelles. C'est-à-dire, il fait avec la façon dont on le fait vivre. Ça, c'est je crois, la notion la plus importante à comprendre. Notre corps ne fait pratiquement pas d'erreurs. Nous, dans notre façon de vivre, on ne fait que des erreurs. Et lui, en permanence, va essayer de s'ajuster. C'est pour ça qu'on est capable de dire aujourd'hui que le cancer est une maladie métabolique. C'est-à-dire que c'est le corps qui essaye de faire quelque chose avec la pollution que l'on fait rentrer dans notre organisme, que ce soit une pollution biologique, que ce soit une pollution mentale, que ce soit une pollution environnementale. Tous ces éléments-là cumulés, effectivement, à un moment donné, le corps il perd pied et malheureusement ne peut plus s'autoréguler. Donc, quand on arrête d'apporter à notre corps des éléments toxiques et quand on donne des éléments tels que la nature nous le donne, parce que le mot cru, c'est quand même l'homme qui l'a mis, on est quand même les seuls mammifères à mettre des mots sur tout ce que l'on veut expliquer, d'accord ? Mais dans la nature, les mammifères ne se disent pas « tiens, ce matin, on va manger cru ». Non, ils mangent ce que la nature leur donne. Et effectivement, je crois qu'on est tellement déconnecté avec cet instinct dans lequel on vit. On vit dans un environnement qui nous apporte en abondance ce qu'il nous faut. Mais on a l'habitude de le transformer, toi, comme si ce n'était pas bien. Et à partir du moment où on reprend le régime tel que nous sommes faits biologiquement, eh bien, les choses se régulent. Alors oui, il est très très important effectivement de mastiquer. Entre 20 et 30 fois, chaque bouchée devrait être une nécessité de rééducation d'une part. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les fibres, dans ce que l'on mange, il y a une quantité d'antioxydants. Ces antioxydants vont nous permettre de réguler tout l'aspect métabolique de reconstruction du corps. Parce que le corps, quand il va se remettre en autorégulation, il va consommer des protéines, il va faire son ménage. Et dans ce type de ménage, il a besoin d'antioxydants pour tamponner et pour réguler les radicaux libres. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais si tu veux, ces fibres sont indispensables pour ne pas passer en acétose, c'est-à-dire passer dans un système où le corps est rempli d'acidité et n'arrive même plus à s'autoréguler alors qu'en fait, on mange bien. Mais ces fibres-là sont indispensables. Donc, comme on dit, il faut manger à la croque, c'est-à-dire utiliser ce que la nature nous donne, c'est-à-dire nos dents, mais pas forcément un extracteur. C'est pour ça que l'extracteur de jus, pour moi, c'est une bonne chose, mais pas trop longtemps. Parce qu'on n'a pas un arbre à juicer, c'est-à-dire on n'a pas un arbre dans la nature, on arrive avec son gobelet et puis on a le jus. C'est-à-dire que la nature nous donne des produits finis et il faut qu'on les consomme tels quels, parce qu'ils contiennent énormément d'éléments pour réguler notre autorégulation et surtout, lorsque tu fais comme toi tu fais, c'est-à-dire manger peu, c'est-à-dire un maximum d'un point comme on en avait parlé, qui est la taille d'un estomac en santé. Et ça, malheureusement, quand on regarde, oui, quand on regarde des fois les plâtrés que certaines personnes peuvent s'avaler, on se dit waouh, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop par rapport à la capacité de notre estomac. Mais si on ne mange que ça, que des éléments tels que la nature nous le donne et croqués, on va rester dans un système d'autorégulation, d'autolyse en permanence, parce qu'en fait, c'est un état naturel. Dès qu'il y a une cellule qui dysfonctionne, le corps se met en autophagie, c'est-à-dire va s'occuper d'elle, va la transformer en protéines, va éliminer certaines choses au niveau des différents organes, et on est propre à l'intérieur. Tu vois, cette autorégulation, cette autophagie qui pour nous sert, ce que disait Marchesso. Marchesso disait que le jeûne, c'est de la chirurgie sans bistouri, c'est-à-dire que c'est une auto-réparation naturelle. Mais en fait, on devrait l'être en permanence, c'est-à-dire qu'on utilise des techniques pour se remettre en santé, alors qu'en fait, ce qu'on recherche, c'est la santé. Et à partir du moment où on est en autolyse régulière, bien, on est en santé. Alors, tu vois, comme d'habitude, j'écoute ce que je veux bien écouter et j'entends peut-être un peu différemment, puisque la dernière fois, quand j'ai cru donc découvrir jeûner en mangeant, je me suis dit, partant de ce principe, je peux manger plus. Et donc, c'est plus un point. Au début, j'ai respecté ce que tu m'as dit pendant 2 jours. Après, je me dis, puis de toute façon, c'est bon. Alors, pour l'instant, je ne mange qu'une fois par jour, mais je mange beaucoup plus qu'un point. Alors, est-ce que c'est une erreur ou est-ce que, comme tu me l'as dit aussi, comme ce ne sont que des fibres et que des crucifères, enfin tous les légumes,
est-ce que tout ce que je mange en plus est débarrassé ou c'est malgré tout mauvais de manger plus que le point? Disons que lorsque le corps se remet en santé, il faut l'accompagner et pas le surcharger. Donc, quand on mange de trop, il va mobiliser des ressources, même si effectivement ce sont des produits qu'il reconnaît et qu'il va facilement digérer, ça le fatigue. Vaut mieux faire, si effectivement on veut manger un peu plus, faire 2 petits repas, bien éloignés dans la journée, tu vois. Au bout de 30 ou 45 minutes, la digestion se finisse, pour qu'après ce temps de digestion, tu repasses en autolyse. Tu vois, et que cette période d'autolyse soit la plus longue possible, 4, 5, 6 heures. Ensuite, tu fais un petit repas parce qu'il faut se nourrir. On est fait d'un tube digestif, de papilles gustatives, de dents, d'estomac et d'anus, excusez-moi le terme, puisque pour moi, le tube digestif, c'est qu'un tuyau. Il y en a un qui parle d'un côté et l'autre qui pète. Donc, on est fait comme ça. On est fait pour assimiler des nutriments. Donc, on a besoin de se nourrir. On a besoin de soleil, on a besoin d'eau, on a besoin d'activité sportive. Donc, c'est un tout. Mais vaut mieux faire 2 petits repas bien séparés dans la journée qu'un gros repas, même de végétaux, qui à un moment donné, au niveau de ton estomac, puisqu'en fait il est composé entre plusieurs structures musculaires, si tu manges des petits repas, ton estomac va pouvoir se rétracter, se remettre à sa place. Donc des fois, quand on a l'estomac dilaté qui se remet à sa place, il est un petit peu douloureux. Tu vois, on a comme des crampes. En fait, c'est juste les fibres musculaires qui se contractent et qui se remettent à leur place. Et après, on va se souvenir de ce qu'est la satiété. Tu vois, être rassasié. Et quand on mange une poignée, on est rassasié. Tu vois, et c'est ce sentiment-là qu'il faut à nouveau réappréhender pour se dire, ah ben là, voilà, ça y est, j'ai suffisamment mangé. Et puis, on va s'arrêter naturellement. Et puis, je dirais, on est dans un monde où on a manqué. Durant les 2 dernières guerres, les gens ont beaucoup manqué. Et j'ai beaucoup remarqué qu'on faisait plus de réserves qu'avant parce qu'on a peur du manque. Et ce peur de manquer, qui est quelque chose de légitime, avoir ce qu'il nous faut à manger, nous fait rentrer dans une forme de surconsommation alimentaire parce qu'on a peur, peut-être que demain on n'aura pas assez, peut-être que… Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, si on reste dans quelque chose de très équilibré, on aura toujours à manger. Mais si on mange bien, on sera en meilleure santé encore. Ma phrase, ça a toujours été, mais depuis tout le temps, c'est… Ah, j'ai un trou de mémoire, tu vois, je l'avais sur la langue. En fait, je ne mange pas par faim, je mange parce que j'ai envie de manger. Oui. Et je fais une différence énorme avec ça parce que j'ai pas faim, mais j'ai envie de manger. J'ai envie de manger, c'est physique, c'est psychique, j'ai envie de manger, j'ai envie de prendre de la nourriture et de la manger, alors que mon estomac ne crie absolument pas famine. Oui, mais ça, c'est assez émotionnel comme situation. Tu sais, Ouais. j'ai fait l'obstétrique et quand tu vois un enfant non périduré, je précise non périduré, qui vient de naître et qu'on pose sur le ventre de sa mère, que fait-il? Ben oui, il veut téter. Ah ben, il grimpe, il se tortille et il va se brancher au sein de sa mère qui va le lier à un environnement contextuel qu'il découvre, avec un affectif qu'il redécouvre, un contact peau à peau avec sa maman et qui va le lier avec l'alimentation. Donc bien souvent, effectivement, on va compenser une perte affective, un manque quelque part par de l'alimentaire. Et ça, c'est biologique, c'est viscéral. Ton assiette, elle ne te dit pas non, je ne veux pas que tu me manges. Ah Tu ouais. vois ce que je veux dire? Et tu as une satisfaction qui est presque immédiate quand on mange quelque chose de bon. Ah, ça nous fait du bien. Et en fait, c'est souvent cette recherche-là que l'on a, d'une satisfaction un peu immédiate par rapport à un manque que l'on a. Ouais. Alors maintenant, j'ai bien entendu ce que tu as dit, manger 2 fois. Mais est-ce que je conserve mon intervalle entre 16 et 20 heures pour être Oui, en bien sûr. profonde? Oui, Donc ça bien sûr. reste valable. C'est-à-dire, Mais c'est bien pas sûr, parce parce que… que dès que tu as fini ta digestion, tu repars en autolyse. Voilà. Tu vois, c'est ça ce qu'il faut comprendre. Quand Ouais. tu manges 100% ce que la nature te donne, alors en fonction de notre biologie, bien entendu, c'est digéré en 30 minutes maximum. C'est pas 2 heures, 3 heures, on va rôter, on va se sentir mal. Non, 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 non. Quand on mange ce que la nature nous donne avec les fibres, c'est assimilé très rapidement. Et au bout d'une demi-heure, eh bien, on passe en autolyse. Souvent, les gens ils me disent « Oh, purée, je viens de manger, mais
je suis fatigué. Qu'est-ce que tu manges pour être fatigué? Moi, je mange et j'ai de l'énergie. D'ailleurs, si je mange, c'est pour avoir de l'énergie. Toi, tu manges et il faut que tu fasses une sieste. Mais qu'est-ce que tu manges qui te rende si fatigué? Est-ce que c'est vraiment une nourriture qui te donne de l'énergie ou c'est plutôt une nourriture qui te pompe de l'énergie? Tu vois, tout est là. Un animal, il mange, c'est pour avoir de l'énergie. Moi, quand je mange, j'ai la patate. Je ne suis pas fatigué. Donc, ce que je mange répond à ma biologie. Ce sont toutes ces questions-là qu'il faut qu'on se pose. Alors, pour nos amis, pour être clair, donner des conseils, si on conserve, je mange à midi, je remange à 4 heures de l'après-midi et je remange le lendemain à midi. Ça veut dire 20 heures d'espace. Donc, dans 24 heures, je mange une fois et à 20 heures, je mange une fois. À savoir, donc, j'ai toujours 20 heures d'autophagie profonde, j'appelle ça comme ça, c'est peut-être pas le terme, où vraiment, il n'y a rien qui rentre. Et la seule question à laquelle tu n'as pas répondu, c'est est-ce que le fait de manger ce type de légumes fait monter mon indice glycémique ou pas? Alors, il ne devrait pas. Ça ne devrait pas. Non, alors, on sait bien qu'il y a des réserves de sucre dans le corps qui sont libérées à partir du moment où on rentre en autophagie. Tu l'as constaté, à chaque fois que tu as fait un jeûne, tu es repassé en pic glycémie. Donc, à un moment donné, il faut bien que les poubelles qui sont stockées dans les tissus, dans les fibres, se remettent en circulation. Voilà, on n'a pas une trappe et on se vide. On a des intestins pour ça. Et une fois qu'il y en a plus, si on n'en remet pas, on n'en a plus. Alors, une fois qu'il n'y en a plus, il faut effectivement reprendre la consommation des sucres naturels de façon raisonnée parce que c'est le carburant de la cellule. Il ne faut pas oublier que le sucre fait partie de notre alimentation. Donc, les baies, c'est très bien. Toutes les baies, c'est très bien. Oui. Voilà. Mais c'est comme, tu sais, Guy, c'est comme partout. L'exagération, même dans une alimentation saine, devient toxique. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Arnaud, tu peux avoir les meilleures qualités possibles, mais une qualité à l'excès devient un défaut. Donc, c'est l'équilibre de ce que l'on fait qui va faire la qualité de notre vie. Moi, je me rappelle l'arrière-grand-mère à mon épouse, elle est décédée à 102 ans. Et quand elle mangeait, elle disait, oh, tout peu, tout peu. Elle ne mangeait pas beaucoup. Tu vois, elle s'autorégulait, elle savait où elle en était, elle savait où était son appétit, et elle a tenu 102 ans. Bon, effectivement, moi, à la fin, c'est pas beau à voir, mais elle était tellement en santé qu'elle a donné son corps à la science. Donc, et puis elle s'est endormie, tu vois, elle ne s'est pas réveillée. Je dirais que c'est une belle mort, c'est ce qu'on appelle avoir une belle mort. Mais elle savait, tu vois, elle avait appris à s'autoréguler elle-même, à s'autosatisfaire de peu, et elle a tenu dans le temps. Alors, il y a le côté, j'irais dire, éducation, dont je viens de parler. Il y a le côté pratique, dont je viens un peu de parler. Alors maintenant, si tu veux bien, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous donner ou donner à tous nos amis, à tous les gens, le côté pratique d'après toi? Voilà, j'ai un cancer, puisque les gens qui me suivent sont des gens qui ont des cancers. Ils ont un cancer, certains graves, comme l'était le mien et qu'il est moins. Qu'est-ce que tu donnerais aujourd'hui comme conseil à quelqu'un, je parle d'autophagie, pas les autres, simplement, quel est le protocole que tu conseillerais à nos amis? Alors, oui, alors je n'ai pas le droit, et ça c'est la liberté de chacun. Bien je sûr. n'ai pas le droit de dire à quelqu'un d'autre ce qu'il a à faire. Non, mais ça c'est évident, on est tous la même longueur d'onde. Oui, mais Guy, il faut le préciser parce que voilà, tout le monde entend. Oui. Personne n'a le droit de dire à quelqu'un d'autre ce qu'il a à faire. Par contre, moi je peux te dire ce que je ferais avec les connaissances que j'ai dans une situation donnée. Identique. Ouais. Voilà. Bon. On m'apprend que j'ai un cancer. Qu'est-ce que je ferais dans cette situation? Comprenons que c'est le corps qui l'a fabriqué. Par rapport à des erreurs que j'ai commises, moi, dans ma façon de vivre, déjà, je prendrai conscience que j'ai fait une erreur et que je dois m'humilier quelque part. C'est-à-dire que je dois changer de façon de voir. Non plus de contraindre mon corps à essayer d'être en santé dans une route qui l'emmène à la mort, parce qu'en fait, à un moment donné, quand on est face à un cancer, c'est quand même la mort qui peut nous attendre. Donc, si ce chemin-là m'emmène à la mort,
quelles sont les décisions que je dois prendre en toute humilité pour changer de façon de voir à la fois mon organisme et la façon dont je le fais vivre. Parce que notre corps, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Eh bien, qu'on lui mette le carburant pour lequel il est fait. Et à partir de ce moment où on prend conscience que l'on fait des erreurs dans la façon dont on se nourrit soi-même, dans la façon dont on pense, dans l'environnement dans lequel on est, va être des facteurs cumulatifs qui vont me dire, voilà, est-ce que les décisions maintenant de changement de vie vont être porteurs de santé, de correction de mon corps? Donc, je regarderai déjà quels sont les aliments qui m'intoxiquent. Donc, j'éliminerai déjà effectivement tout ce que peut-être dans le temps mon corps savait tolérer et qui ne le sont plus maintenant. Donc, effectivement, j'éliminerai tout ce qui est tout ce qui apporte de l'acidose dans le corps, tu vois, donc le café, le vin, les viandes. J'enlèverai également tout ce qui apporte ce qu'on appelle des colloïdes, tout ce qui est à base de céréales, tu vois. Et aujourd'hui, on sait que certaines céréales sont très inflammatoires. Voilà ce que moi je ferai. Alors encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et puis, voilà, je diminuerai mes quantités. Surtout, dans un premier temps, je laverai mes intestins, tu vois, parce que ce qu'on appelle le système des émonctoires, que sont les intestins. Alors, le foie fait partie du tube digestif, hein, donc, mais c'est un filtre, donc il faut vérifier les filtres. Tu sais, quand une voiture a un mauvais rendement, c'est-à-dire quand on appuie sur le champignon puis qu'elle avance plus, on a le choix. Soit on est riche et on la change, soit on n'est pas riche et puis on fait une révision. Bon, on n'est pas riche, nous. On a une vie et un corps. Donc, il faut qu'on en prenne soin. Donc, je vais regarder déjà comment vont mes filtres, comment va mon foie, comment vont mes reins. Est-ce qu'ils ne seront pas trop surchargés de toxines? Parce qu'à partir du moment où tu vas être en autophagie, il va y avoir énormément de toxines qui vont revenir en circulation. Donc, je préserve mon foie, je préserve mes intestins. Moi, ce que je ferai tout de suite, c'est une irrigation du côlon. C'est-à-dire que je ferai en sorte que mes intestins puissent récupérer la charge des toxines qui vont être envoyées dans le système circulatoire lorsque l'autophagie va se mettre en place. Je vérifierai comment vont mes reins, peut-être en mettant une bouillotte, tu vois, en les accompagnant dans le retour à la santé. Et puis, je supprimerai tout de suite tout ce qui intoxique mon corps, avec un peu de repos, avec un peu de soleil, un peu d'exercice. Je laisserai faire mon corps dans son auto-réparation. Tous les 3 jours, on refait nos parois de nos intestins. Est-ce qu'on s'en occupe de façon consciente? Non, on lui fait confiance. Tous les 120 jours, notre sang est refait. Est-ce qu'on lui dit « Allez, vas-y, dépêche-toi » Non, on lui fait confiance parce qu'il est programmé pour s'auto-réparer. Un corps se refait tous les 7 ans. Dans une vie de 80-90 ans, on fait 12 fois son squelette. Mais est-ce qu'il y a ce qu'il faut à l'intérieur de nous pour que le corps s'auto-répare? Est-ce que l'environnement est propice? Eh bien, c'est ça que je favoriserai. Je ferai une prise de conscience que j'ai fait des erreurs, que je dois corriger mes erreurs, ma façon de penser, abandonner tout ce qui peut-être me faisait plaisir pour une vie un peu plus simple, peut-être, un peu moins fastueuse, mais qui serait plus dans le respect de mon organisme. Tout un programme. Bravo. Bravo. Non, Si, non, si. c'est normal. Mais oui, mais bravo, bravo. J'espère que tous nos amis malades, que vous avez écouté comme j'ai écouté. Et c'est la voie de la sagesse, c'est la voie du bon sens, tout simplement. Guy, je te l'ai toujours dit, quand quelqu'un t'annonce quelque chose, il ne faut pas croire un humain, parce qu'un humain peut se tromper. Par contre, tu vois, le professeur Soriano, qui a 74 ans, nous dit toujours quelles sont les lois biologiques sur lesquelles on peut s'appuyer. Et c'est ça dont je parle. La loi de l'auto-guérison, c'est une loi qui fonctionne. Il faut simplement accompagner son corps pour qu'elle redémarre. Mais aucun humain ne va pouvoir faire quelque chose pour l'autre. Moi, je ne vais pas pouvoir te dire, allez, Guy, t'es sympa, continue à mal manger et puis tu seras en santé. C'est une erreur. Par contre, allumer les lumières sur les lois biologiques, qui ne sont pas des lois qu'un homme peut manipuler. Aujourd'hui, dans les laboratoires, on fait des organismes génialement modifiés peut-être, ou génétiquement modifiés, je ne sais pas comment on peut l'annoncer, mais on essaye de tordre la nature pour essayer de faire des choses extraordinaires, alors qu'en fait, on a tout en nous. Donc, les lois biologiques, enseigner les lois biologiques plus qu'une idéologie humaine, puisqu'en fait, une loi biologique, c'est un fait. Ce n'est pas une idéologie d'Arnaud, de qui que ce soit. Ce sont des lois qui nous animent. Et ça, Guy, c'est quelque chose qui, pour moi, est fondamental. On peut avoir la certitude que ces lois biologiques fonctionnent dans chacun d'entre nous.
Et si ce message peut passer avec une conviction profonde et de dire que la santé est dans chaque corps, même malade, eh bien c'est la croyance de se dire que mon corps est capable de m'aider à m'en sortir et à s'autoréguler. Ça, c'est vrai. Et n'importe quel médecin, dans toutes les facultés de médecine, apprend comment se passe une cicatrisation. Quand on fait une transplantation d'organes, ça cicatrise. Mais personne ne peut intervenir dans ce principe-là. On ne peut que constater la réparation d'un foie qu'on a coupé. Et pourquoi ça ne pourrait pas se produire dans le restant de notre organisme? Pourquoi on dit que ça se cantonne? Moi, j'ai vu des gens à 110 ans se couper, elles ne se vidaient pas. Une personne à 110 ans qui se coupe, ça s'auto-guérit. Il y a cette notion de vie profonde en nous. Et ce n'est pas un humain qui va pouvoir le changer. Donc, c'est ça que j'essaye, moi, de transmettre quand je fais des formations, etc. C'est s'appuyer sur les lois biologiques qui nous animent. Ça, c'est d'une certitude absolue. 100% d'accord. Alors, il y a une grosse différence entre toi et moi. C'est que toi, tu le dis correctement et moi, je le dis maladroitement. Mais on dit la même chose. Le principe, c'est que ça vient du cœur, mon ami, tu sais. À partir du moment où ça vient du cœur, que ça soit maladroit ou pas, c'est toujours bienveillant. Et c'est ça qu'il faut entendre. Absolument. Eh bien, vous avez entendu, j'espère qu'on va tous en prendre de la graine, j'espère qu'on va tous écouter Arnaud et qu'on va tous guérir grâce à ses conseils. Merci les amis et merci encore. Merci Guy. Salut. Merci Guy, au plaisir. Salut.